Bonjour Monsieur Aron, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine. Ce rendez-vous est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Vous avez commencé votre carrière de journalisme comme reporter à RTL Télévision, puis à France Info et France Inter. En 2011, vous êtes nommé directeur de la rédaction de France Inter et en 2014, vous devenez directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France. Actuellement, vous êtes grand reporter aux nouvelles, à l'Obs. Sans oublier que vous êtes l'auteur de la pièce Plaidoirie interprétée par Richard Berry, qui a été créée au Théâtre Antoine dirigé par Stéphanie Bataille, qui avait accepté un rendez-vous autour de son livre, sur son livre, très touchant livre. Vous avez accepté ce rendez-vous pour parler de votre livre Les Infiltrés. Voilà. Co-écrit avec Caroline Michel Aguirre, voilà, et édité chez Alary Éditions. Dans ce livre, vous révélez les sommes astronomiques qui sont données et qui ont été données à des sociétés de conseil comme McKinsey. Alors, ma première question sera, depuis quand les gouvernements font appel à ces sociétés de conseil? Bon, écoutez, ça c'est quelque chose qui est assez ancien. Ce qui est nouveau, c'est que l'importance prise par ces cabinets de conseil ne cesse de progresser. Pour faire simple, ces cabinets de conseil, elles connaissent un véritable boom à partir même des années 70-80. D'abord d'ailleurs au service des sociétés privées. Ce sont des entreprises qui font appel à des cabinets de conseil pour les aider. C'est très vrai dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis tout d'abord, puis après en Angleterre, et puis ça va se diffuser peu à peu en Europe, avec une importance forte prise par les cabinets de conseil en Allemagne, puis en France, puis en Italie, puis en Espagne. Ces cabinets de conseil, ils occupent d'abord le marché du privé, c'est-à-dire que ce sont des sociétés privées qui font appel à des cabinets de conseil privés pour être assistés dans toute une série de tâches. Et puis, à partir des années 80-90, sous l'influence d'une économie libérale, et là aussi d'abord provenant des États-Unis, avec Reagan, puis avec Thatcher, il y a l'idée qui se développe que finalement le bon État, c'est toujours moins d'État. Et pour qu'il y ait moins d'État, eh bien, il faut se réorganiser dans tous les secteurs de l'État. Donc, les États vont peu à peu faire appel à ces cabinets de conseil qui vont gagner un nouveau marché, le marché des services publics, pour conseiller des États, et en particulier des politiques libéraux, à faire en sorte que, eh bien, on puisse tailler en réalité dans les budgets, dans le nombre de fonctionnaires, mais continuer à faire en sorte que l'État puisse fonctionner. Et c'est comme ça que les cabinets de conseil vont prendre peu à peu d'influence. D'abord, effectivement, aux alentours des années 2000, bien là dans les États aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en Allemagne, et puis finalement en France, la vraie bascule, c'est 2007. C'est en tout cas la bascule qu'on mentionne dans notre livre, Les Infiltrés, parce que 2007, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Or, Nicolas Sarkozy, lui, veut transformer la fonction publique, veut limiter fortement le nombre de fonctionnaires, et donc dès 2007, l'État français va faire appel en force à ses cabinets de conseil pour l'aider à transformer son organisation, ce qui souvent signifie moins de fonctionnaires. Alors, effectivement, en fait, cette politique a perduré pendant les différents gouvernements, même pendant François Hollande et encore plus chez Emmanuel Macron. Oui, quand on regarde, on voit donc cette importance prise par les cabinets de conseil à partir de 2007, donc sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sous le quinquennat de François Hollande, en réalité, ça ne bouge pas beaucoup. Les chiffres sont stables, très légèrement à la baisse, mais en fait stables. Et puis, quand Emmanuel Macron est élu en 2017, alors à nouveau, comme l'avait fait en fait Nicolas Sarkozy 10 ans plus tôt, eh bien Emmanuel Macron va s'appuyer sur les cabinets de conseil pour transformer les services publics et
selon les chiffres qui ont été donnés par la commission d'enquête sénatoriale, on s'aperçoit que durant le quinquennat d'Emmanuel Macron 2017-2022, en fait, le recours au cabinet de conseil a été multiplié par 2,5. Donc, c'est assez considérable comme hausse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a à minima plus d'1 milliard de contrats qui sont passés par les cabinets de conseil par an, ce qui est quand même un chiffre important. Et c'est un chiffre minimal, si j'ose dire, puisque selon le périmètre que l'on prend, on peut en fait le multiplier par 2, voire 2,5, voire 3. Soit on s'intéresse qu'aux ministères, soit on prend les ministères et puis tous les opérateurs publics, tous les grands opérateurs publics, soit on y ajoute aussi un certain nombre de grandes entreprises publiques comme la SNCF, par exemple. On peut aller jusqu'à parler aussi des cabinets de conseil qui sont recrutés par les collectivités territoriales. Donc, selon le périmètre qu'on prend, on est entre 1 et 2,5 milliards, 3 milliards. En sachant qu'un porte-avions français coûte environ 5 milliards, pour donner un équivalent et une hauteur au public. Vous avez tout à fait raison. Quand on donne un chiffre, il faut toujours le relativiser. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, par rapport au budget global de l'État, 1 milliard, 1,5 milliard, c'est peu de choses. Ça, c'est tout à fait clair. En même temps, quand on regarde les budgets de petits ministères, entre guillemets, petits par leur enveloppe budgétaire, pas petits par leur importance, comme par exemple celui de la culture, on est autour de 3 milliards par an. Donc, voilà, ça fixe un petit peu les choses. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il faut bien voir, c'est que font exactement ces cabinets de conseil. Ça, c'est la première chose. Parce que pour l'instant, c'était un sujet qui n'était jamais venu dans le débat public. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le livre, pour révéler l'importance prise par ces cabinets. Donc, il faut d'abord déterminer ce qu'ils font et voir si ce qu'ils font est efficace ou non pour l'État. Pourquoi ne pas faire appel à ces cabinets si leur action est extrêmement efficace et s'ils apportent des choses positives à l'État? Donc, c'est regarder où est-ce qu'ils interviennent et en regard d'un certain nombre de témoignages reçus, à ce moment-là, leur action a-t-elle été ou non efficace? Voilà, ça a été coupé en vidéo. Oui. J'ai plus votre image. Ah, excusez-moi, c'est peut-être un appel qui arrive au moment, donc je vais vous récupérer. Je vais laisser, excusez-moi, voilà, on doit. Voilà, très bien. Effectivement, c'est ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, effectivement, au-delà des chiffres, c'est est-ce que ces résultats sont performants? Et on voit qu'effectivement, à différents moments, sur différentes opérations, c'est une catastrophe. Alors, il y a 2 grands cas de figure, à mon avis. Le premier cas de figure, c'est le domaine de l'informatique. L'État français, et ça, ce n'est pas du tout Emmanuel Macron, hein, mais l'État, il y a une quinzaine d'années déjà de cela, a fait un choix assez clair, je dirais, si on simplifie à l'extrême, de se désengager, ou plus exactement, de ne pas investir fortement dans le domaine de l'informatique. Ce qui pose de vraies questions, puisque aujourd'hui, on le sait, l'enjeu numéro 1 de nos services publics, c'est leur numérisation. On sait qu'on vit dans un monde qui est digitalisé et on sait qu'on va vivre dans un monde qui sera encore plus numérisé dans les années à venir. Il se trouve que l'État a décidé de peu investir dans ce secteur. Du coup, on se retrouve depuis une quinzaine d'années avec un État qui a peu de moyens en informatique. Alors, ça dépend là aussi des ministères. Il y a des endroits où il y a encore des agents publics qui sont informaticiens. C'est particulièrement le cas à Bercy et particulièrement le cas au service des impôts, où là, l'État a encore de forts moyens internes. Mais ailleurs, grosso modo, l'État est très faible. Donc, l'État, pour faire face aux besoins d'informatisation, de numérisation de ses services, a besoin de recourir à des cabinets de conseil. Ça, c'est une réalité. Le besoin, il est clair. Après, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des marchés qui sont considérables, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Donc, ce qu'il faut voir, c'est si à chaque fois,
l'État achète les bons services. Et avant de les acheter, surtout savoir si l'État négocie dans de bonnes conditions ces services. Donc, sur cette partie-là, si vous voulez, on ne remet pas en cause le fait qu'il y ait un besoin. Simplement, on s'interroge et on raconte dans le livre eh bien, dans quelles conditions ont été passés des marchés et surtout comment un certain nombre de ces marchés, pas tous, mais un certain nombre et un nombre important, si j'ose dire, ont échoué. On connaît d'ailleurs les grandes catastrophes qu'il y a eu. On se rappelle très bien que quand l'armée a voulu réformer son système de paix des militaires, elle a fait appel à des cabinets de conseil privés et qu'en réalité, personne n'y est jamais arrivé et qu'il a fallu arrêter un programme qui avait été enclenché 10 ans plus tôt et on sait que ça a coûté à minima 300 millions d'euros. Donc, ce sont 300 millions d'euros perdus. On le sait aussi dans le domaine de l'éducation nationale, où là aussi, il y a eu des gros ratés. Donc, dans ce domaine-là, on ne remet pas en cause le fait qu'il faut faire appel à ces cabinets de conseil. Ce qu'on dit, c'est attention aux conditions dans lesquelles on passe ces marchés, comment on les négocie et surtout, comment on en assure le suivi ensuite. Donc, après avoir vu de nombreux hauts fonctionnaires, après avoir vu d'anciens dirigeants du numérique de l'État, le constat, il est clair. Aujourd'hui, compliqué de dire que l'État puisse se réinternaliser tous ses services informatiques. Ce n'est pas possible, en tout cas à l'aune de ces prochaines années. En revanche, ce qu'il faudrait, et de manière impérative, c'est que l'État forme une cohorte de très grands spécialistes, de très bons spécialistes en informatique, qui l'aident à avoir une expertise plus pointue sur ces sujets, qui l'aident à mieux négocier les marchés et qui l'aident ensuite à mieux suivre l'évolution de ces marchés. Et puis, il y a d'autres questions un peu techniques, mais qui sont en fait très importantes. C'est dans le coût de ces marchés, il y a la partie stratégique, qui est quel système d'information on conçoit. Ça, c'est hautement stratégique, parce que finalement, ça va se traduire par quel type de service on va rendre ensuite à l'usager. Donc là, bien évidemment, il faut que l'État pilote cette partie-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, il y a deux autres points qui sont comment on va faire évoluer ces systèmes et comment on va en assurer la maintenance. Et en particulier sur la maintenance, il y a un véritable enjeu financier, puisque les cabinets de conseil qui vendent la stratégie du système d'information vendent aussi souvent la maintenance qui va avec. Or, ces cabinets se font leur marge la plus importante sur la maintenance. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Ça, c'est la première grande partie, si vous voulez. Ce sont les services en informatique. Après, il y a tous les autres services. Les autres services, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la stratégie, c'est-à-dire aider un homme de pouvoir, qu'il soit directeur d'une société ou alors dans l'État, ministre ou directeur de cabinet d'un ministère, à penser la stratégie à suivre. Donc, il y a des cabinets très spécialisés en stratégie. Ce sont d'ailleurs les plus connus du grand public en général. On pense bien entendu au premier d'entre eux qui est McKinsey, celui qui a peut-être la plus grande réputation mondiale. Mais il y en a d'autres qui sont d'une importance comparable. Par exemple, il y a aussi un cabinet américain qui s'appelle le BCG, qui est aussi important en réalité que McKinsey. Et puis, vous avez un cabinet européen qui est Roland Berger. Puis, vous avez 4-5 autres cabinets qui sont les géants, on va dire, du consulting en stratégie. Ça, c'est une intervention possible des cabinets de conseil. Mais vous avez aussi beaucoup de cabinets de conseil, ceux-là et d'autres, qui interviennent dans le management, d'autres dans les audits financiers, d'autres plus spécialisés dans le suivi juridique, d'autres spécialisés dans les questions d'organisation, de logistique. Enfin bref, vous avez toute une batterie possible d'intervention pour ces cabinets de conseil. Et là, il faut regarder, je dirais, au cas par cas. On voit que le recours au cabinet de stratégie est de plus en plus important. Et on peut s'interroger sur le fait que ces cabinets, à ce moment-là, ils interviennent sur la stratégie de l'État, donc sur des questions éminemment politiques. Alors, les gouvernements répondent généralement que c'est juste une aide, mais qu'in fine, c'est eux qui décident, ce qui est en partie vrai. En partie simplement parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez par exemple Bercy,
qui demande à des cabinets de stratégie de l'aider à faire des économies dans le budget de l'État, dans ses achats. Il est bien évident que le cabinet de conseil va dire, ben voilà, vous avez la possibilité de faire des économies en n'achetant pas telle chose, ou en achetant à moindre coût, en rabotant ici, voire en achetant un peu plus là. Ça, ce sont des possibilités que met en main le cabinet de conseil. Il lui donne un dossier au directeur de cabinet, au ministre. Après, c'est le ministre qui choisit. Sauf que, généralement, dans ces documents qui sont rendus par le cabinet de conseil, il y a toujours plusieurs scénarios qui sont proposés, généralement 3, et il y en a toujours un qui est priorisé. Donc, quelque part, le directeur de cabinet ou le ministre, il va avoir tendance, bien évidemment, à aller vers le scénario qui est priorisé par le cabinet de conseil. Donc, quelque part, c'est aussi le cabinet de conseil qui va prendre la décision, qui va aider considérablement à la prise de décision. On a vu que ces cabinets de conseil intervenaient donc dans les économies budgétaires à faire. Ils sont intervenus aussi auprès du ministère de la Défense pour la réorganisation de nos différentes bases militaires. On s'est rendu compte que des cabinets de conseil intervenaient dans des domaines hautement stratégiques et confidentiels. Par exemple, quand il s'est agi de réorganiser le renseignement économique français, on a fait appel à un cabinet de conseil qui a donné son avis. Et d'ailleurs, son avis a été en partie suivi, puisque sur la base de ses recommandations, une partie du renseignement économique français, quand on parle du renseignement économique français, on parle de choses qui sont classifiées au secret défense. Et bien voilà, le cabinet de conseil donne son avis. Donc, on s'aperçoit en réalité que ces cabinets de conseil, ils interviennent sur des choses très stratégiques. Pour reprendre un exemple qui a été cité devant la commission d'enquête sénatoriale, quand on demande, certes dans le cadre d'un colloque qui va être organisé à l'UNESCO, mais quand on demande à un cabinet de conseil de définir à quoi ressemblera demain le métier d'enseignant, voilà, ce sont des indications qui sont données, ce sont des inflexions qui sont données. On l'a vu aussi pour des aides à quoi ressemblera la santé de demain, avec des cabinets de conseil qui pensent la santé de demain, qui établissent des rapports et qui donc ensuite donnent ces rapports au ministère. Donc, ce sont des choses qui sont très stratégiques. De surcroît, au-delà même de la stratégie, quand vous avez un cabinet de conseil qui planche sur la réorganisation des services, sur des questions de management, qui aident les managers, quand vous avez des cabinets de conseil qui sont des acteurs aujourd'hui essentiels sur toutes les questions qui tiennent à la transformation publique, comment on transforme nos services publics pour les faire évoluer dans les 10 ans à venir, il est quand même compliqué de dire qu'on n'est pas là dans un domaine aussi important et stratégique. Oui. Vous parlez de l'informatique. Dans le livre, il y a un problème vous révélez un problème de souveraineté parce que les données sont dans les clouds. Les clouds sont aux États-Unis, principalement dans des ordinateurs aux États-Unis. Et du coup, à tout moment, le gouvernement américain peut avoir accès à ces données, à des données souveraines. Alors, c'est une question importante. Ce n'est pas une question qui se limite au cabinet de conseil. Je suis très clair là-dessus. Nous, on l'a mentionné parce que ça se pose aussi pour les cabinets de conseil, mais ça se pose aussi très globalement dans tous les secteurs aujourd'hui en France. Les clouds aujourd'hui sont des clouds anglo-saxons, principalement. En tout cas, ce sont des clouds anglo-saxons qui sont utilisés par les grandes sociétés en France, par les cabinets de conseil, bien évidemment, mais aussi par une partie de l'État français. Et donc, il y a toute une réflexion actuellement en cours pour savoir comment on pourrait faire pour avoir un cloud plus sûr. Alors, dans un premier temps, il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'on construise en France un cloud souverain, un cloud français ou au moins un cloud européen. Et puis, semble-t-il, c'est trop compliqué aujourd'hui. Les Américains ont pris trop d'avance. Donc aujourd'hui, on parle d'une autre notion qui est une notion un peu ambiguë, qui est un cloud de confiance. C'est-à-dire qu'on travaillerait avec, on ferait travailler ensemble des grandes entreprises américaines et en l'occurrence de grandes entreprises françaises.
En fait, plus globalement, ce que ça pose comme question, c'est l'influence des grandes puissances, qu'elles soient chinoises ou qu'elles soient américaines, et effectivement le fait que dans ce monde numérique, de grands acteurs, de très grands acteurs, les mastodontes, sont américains. À partir de là, comme les Américains sont toujours aujourd'hui la première puissance mondiale, ils estiment qu'ils ont une conception possible de leurs droits. Et donc, ils estiment qu'une partie de leurs droits peut être extraterritoriale, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent pas simplement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et à partir du moment où ils appliquent leur législation, ça leur permet, et c'est là où on comprend mieux la question du cloud, d'aller saisir des données, s'ils le souhaitent, des données qui sont hébergées dans des clouds américains par des sociétés qui seraient des sociétés françaises, italiennes, allemandes ou espagnoles. Et donc, effectivement, la protection des données est en fait assez fragile puisque les autorités américaines, si elles le souhaitent, peuvent avoir accès à ces données. Alors, à titre personnel, j'ai une amie au moment du Covid qui m'a appelé, il m'a dit hey, Lionel, dans les services de l'État, il n'y a que des sociétés de conseil qui sont en train de diriger la crise du Covid. Et j'étais assez étonné. Et quand votre livre est sorti et ça a fait toute une vague et à juste titre, et effectivement, j'ai bien compris ce que m'expliquait mon ami, en fait. C'est qu'en fait, l'État n'était dépouillé, je ne sais pas comment on pourrait dire, et a fait appel principalement à des sociétés de conseil en dehors de ses services. Vous avez raison, et ça a d'ailleurs été le point de départ de notre enquête. Comme tout le monde, si j'ose dire, quand on a appris que le gouvernement français, pour mettre en place sa politique vaccinale, avait fait appel au service d'un cabinet de conseil américain, en l'occurrence McKinsey, on a été surpris. Là, on était, je parle de mémoire, début 2021, on est en janvier 2021, on apprend qu'il y a un contrat qui a été passé avec McKinsey, que l'État français a passé contrat avec McKinsey pour l'aider à mettre en place cette politique vaccinale. Donc, c'est ça qui a un petit peu déclenché notre désir d'enquête. Parce que comme votre ami, comme vous-même, on s'est dit, mais c'est bizarre, comment un État comme la France, qui est un État qui a la réputation d'avoir une administration forte et une administration compétente, contrairement à ce qu'on dit parfois en France, mais dans le monde entier, on considère que l'administration française est une administration structurée et compétente, qu'elle a de très bons hauts fonctionnaires, très bien formés. Comment se fait-il que cette administration n'ait pas eu les ressources en interne pour aider les ministères à mettre en place une réponse au Covid? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai, à situation exceptionnelle, comme l'a été l'époque de l'apparition de l'épidémie du Covid, on peut parfaitement répondre par des moyens exceptionnels. Et donc, il n'est pas du tout absurde de se dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir besoin de faire appel à une aide extérieure venant du privé pour assister l'État. Ça, c'est vrai. Mais, il y a un gros mais. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, et c'est une partie de l'enquête sur laquelle on s'est beaucoup arrêté, on peut relire toute la crise du Covid, et en tout cas, on peut relire quelle a été l'action de l'État en reprenant tous les contrats passés par le gouvernement avec différentes sociétés de conseil. Ces contrats, il n'y en a pas eu un, il y en a eu des dizaines. Et à l'arrivée, pour des chiffres importants, portant sur plus de 40 à 50 millions d'euros. Et on s'aperçoit qu'en fait, les premiers contrats sont passés le premier jour de la crise du Covid. Donc, on va passer trois types de contrats. On va d'abord passer des contrats avec des cabinets de conseil très spécialisés en logistique pour aider l'État à se fournir des masques. On a tous en tête le fait qu'au début, on n'avait pas de masques. Pour aider l'État à fournir tout un tas de matériels médicaux aux médecins et surtout d'équipements médicaux comme les blouses, les gants, les charlottes, les masques pour le matériel médical. Première série de contrats. Puis il y a une deuxième série de contrats au moment où on arrive à la phase des tests. Comment faire en sorte qu'on ait assez de tests, auprès de quels distributeurs et comment les mettre en place en France.
Là, il y a une deuxième série de contrats. Et puis, il y a une troisième série de contrats qui touche plus à la vaccination. En soi, là, on se dit finalement, ce n'est pas illogique non plus, puisque toujours la même chose, la situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Sauf que nous, on a été enquêtés et on a été interrogés des gens qui étaient au cœur de la machine de l'État. Il y a quand même des choses curieuses, puisque, par exemple, au tout début de la crise du Covid, quand on s'aperçoit qu'on va faire face à une demande de matériel médical et de masques en particulier importante, et qu'on n'a pas, on commence à faire appel aux propres moyens de l'État. Et entre autres, on va faire appel à un militaire qui est un homme extrêmement respecté et qui est l'homme qui dirigeait les sapeurs-pompiers de Paris, l'homme qui a sauvé Notre-Dame. Cet homme est connu aussi dans sa logistique. On va faire appel à lui très rapidement. Sauf que ce monsieur, on va lui dire au bout de quelques jours, alors bon, très bien, vous pilotez ça, mais vous allez devoir travailler avec des personnes d'un cabinet anglo-saxon, en l'occurrence McKinsey. Ce n'est pas les mêmes techniques de travail, ce n'est pas la même façon de concevoir la logistique, et in fine, notre militaire va décider de partir parce qu'il considère qu'il ne peut pas travailler correctement, ce qui pose quand même question. Ensuite, on a pu avoir des témoignages de gens qui appartenaient aux différentes cellules de crise qui ont été mises en place. Et là, c'est quand même très curieux. L'État est en réalité doté de gens dont le métier est de réagir dans l'urgence et de faire de la logistique dans l'urgence. J'espère, en tout cas. Les meilleurs spécialistes de ça, ce sont les militaires. Et d'ailleurs, tout au début, on va prendre le petit nombre de logisticiens qui existent auprès du ministère de la Santé, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et on va les aider en les faisant travailler avec des logisticiens gendarmes. Ça va créer une petite équipe et qui va travailler. Et tout au début, on va leur adjoindre juste 1 ou 2 consultants en plus. Et cette petite équipe, elle va pas mal travailler d'ailleurs. Il faut être honnête, dans l'urgence, et elle va bien bosser. Ce qui est curieux, c'est qu'à un moment donné, au bout de 2-3 mois, eh bien, on va dire aux spécialistes gendarmes, bon, c'est bon pour vous, vous pouvez revenir à vos premières occupations. Et ensuite, on va faire appel à une autre société de conseil qui va envoyer un consultant, ce consultant étant lui-même un ancien militaire à la retraite spécialisé en logistique. Et là, on se dit, pourquoi l'État ne continue pas à faire appel à ses propres logisticiens et pourquoi l'État va aller chercher des logisticiens dans le privé qui, 2 ou 3 ans, quelques années plus tôt, étaient les logisticiens de l'État. Là, il y a quelque chose qui quand même est assez étrange et on se dit, est-ce que c'est la bonne façon de dépenser l'argent public? Et pour terminer sur ce sujet, quand on en arrive à la vaccination, alors là, il y a carrément un choix qui est fait. Le choix, c'est de s'appuyer exclusivement sur une société sur un cabinet de conseil privé qui est McKinsey. Puisque au sein de Santé publique France, vont débarquer des dizaines de consultants de McKinsey à qui on va réserver un espace particulier au sein de Santé publique France et à qui on va confier intégralement le dossier. Et ce qui est curieux, c'est que quand on recherche la trace de leur intervention, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas. Pourquoi? Puisque, et là aussi c'est quand même discutable, les interventions des cabinets de conseil au sein des ministères sont à peu près toutes anonymisées. Quand je parle d'anonymisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il n'y aura aucun mail qui sera signé des consultants de McKinsey. Il va y avoir des mails qui vont apparaître sous une adresse qui va être Santé publique France. Or, en réalité, ça va être des gens de McKinsey qui vont rédiger ces mails. Comme si l'État préférait... alors là, on pourra en parler, pourquoi préfère-t-il faire appel à ces cabinets de conseil, mais préférait faire appel à ces cabinets de conseil, mais ne l'assumait pas véritablement, et en tout cas ne rendait pas transparent cet appel à ces cabinets. C'est aussi pour ça qu'on a fait le livre, parce qu'on pense qu'il y a une transparence qui doit être nécessaire. Quand les sénateurs ont commencé à travailler dans leur commission d'enquête, eux-mêmes ont été surpris de voir qu'en réalité, l'État ne savait pas combien exactement de contrats il passait avec ces cabinets de conseil,
combien ça coûtait et pour faire quoi. Il n'y avait pas eu de centralisation de tous ces services. Tout ça traduit une forme de non-volonté de transparence à minima. Alors, tout ce que vous dites est vraiment passionnant et votre livre est vraiment passionnant. Il y a aussi, vous parlez de la logistique, mais ce qui est incroyable dans votre livre, c'est qu'on fait aussi appel à des sociétés de conseil extérieures, donc à l'État, pour organiser l'armée et comment dirais-je, la projection dans l'avenir, la réflexion sur les projets d'avenir sur l'armée. On ne fait pas appel aux généraux internes. Alors, je l'expliquais tout au début de notre rencontre et de notre entretien. C'est fou. Oui, une des surprises a été de voir que dans des domaines que l'on croyait véritablement exclusivement du recours de l'État, dans les domaines régaliens, comme on dit, les cabinets de conseil aussi avaient leurs entrées. Alors, quelques exemples. Vous parlez de l'armée. Oui, la défense est un très fort consommateur de cabinets de conseil. La défense a passé des dizaines et des dizaines de millions d'euros de contrats de conseil en stratégie. Alors qu'on s'entende bien, quand on parle de stratégie, nous ne disons pas que la pure stratégie militaire est décidée par les cabinets de conseil. Ça, ce serait inexact. En revanche, les cabinets de conseil, ils vont aider à la réorganisation des forces armées. Ils vont aider à savoir où est-ce qu'on va implanter telle ou telle base et après, comment les choses vont s'organiser. Comment on va toujours plus externaliser des services. Ce qui pose aussi question. Et puis, on a même vu des cas de figure où, et d'ailleurs, c'est totalement assumé par la défense, ce n'est pas un secret d'État, comment, pour des notes de recherche stratégique, on faisait appel aujourd'hui à des sociétés privées. Alors, on fait tout de même infiniment plus appel à des experts de l'armée ou à des experts universitaires, mais on commence à faire appel à des boîtes privées qui viennent donner leur expertise sur la situation dans telle ou telle partie du Proche ou du Moyen-Orient, par exemple. C'est un des exemples que nous citons dans le livre. Ce qui, là aussi, peut poser question. Ça pose d'autant plus question quand on s'aperçoit que, au sein de ces cabinets de conseil privés, se retrouvent en réalité beaucoup d'anciens militaires ou d'anciens membres du renseignement, qui trouvent là une deuxième carrière. Là aussi, pourquoi pas? Mais c'est quand même le symbole d'une forme ou d'un début de privatisation du service public. Et ce qui est vrai dans l'armée l'est aussi dans les domaines de la sécurité, puis l'est aussi en partie dans les domaines de la justice. Il y a quelque chose sur lequel on insiste pas mal dans le livre, c'est un nouveau marché qui s'est offert pour les sociétés de conseil, qui est celui de la participation citoyenne. En réalité, tout ça, ça montre bien que dès qu'on crée un nouveau service, il y a des acteurs du privé qui vont se mettre sur service, qui là est aussi logique dans notre système économique et pas condamnable en soi du tout. Oui, bien sûr. Sauf que là, c'est quand même étrange, parce que l'État français, et ce qui pose d'ailleurs déjà question, a en réalité 3 organismes aujourd'hui qui sont chargés de s'occuper des débats participatifs et de la participation citoyenne. Il y a un organisme assez ancien qui s'occupe de mettre en place les grands débats. Il y a un organisme qui a été créé il y a 3-4 ans au sein d'une direction interministérielle pour justement monter ces débats. Et on a demandé, c'est ce que Jean Castex souhaitait, au Conseil économique et social aussi d'organiser ces débats. Première étrangeté, au sein de l'État, il y a déjà 3 organismes qui en réalité font la même chose. Ce qui montre que quand même, il y a parfois des choix qu'il faudrait faire pour être un peu plus efficace en interne. Mais non seulement il y a 3 organismes qui font déjà ça, mais ces 3 organismes et les ministères font appel à des boîtes privées pour monter ces débats. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une industrie de la participation citoyenne qui s'est mise en place avec des cabinets de conseil qui se sont spécialisés dans ce secteur. Avec 2 types d'intervenants, soit les gros cabinets de conseil en stratégie qui maintenant vendent aussi leurs compétences en participation citoyenne,
c'est par exemple le cas de Roland Berger que je citais tout à l'heure, soit des cabinets qui se sont véritablement, beaucoup plus petits, qui se sont véritablement spécialisés dans l'organisation de ces débats, la manière de poser la question, la manière de recueillir les avis et la façon de faire une synthèse. Là aussi, on s'aperçoit que si on confie à un cabinet de conseil privé l'organisation d'un débat citoyen, que ce cabinet pilote les questionnaires, sélectionne les gens qu'on interroge, fait la synthèse des réponses, tout le monde sait très bien que ce cabinet va avoir un poids non négligeable dans le bilan qui va être fait de cette participation citoyenne. Donc là aussi, ça interroge quand même. Alors, vous en avez fait plusieurs fois allusion. Je n'avais pas compris au départ pourquoi les infiltrer. Et vous l'expliquez et vous les détaillez dans le livre, c'est qu'en fait, au sein de l'État, il y a des gens qui font des allers-retours entre les boîtes de conseil et l'administration française. Et du coup, ça permet aux boîtes de conseil d'entrer au sein de l'État. Alors, les infiltrer, effectivement, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que ces cabinets de conseil sont peu à peu rentrés dans plein d'endroits de l'État sans qu'on le sache. À ma connaissance, il n'y a pas eu depuis une dizaine d'années un débat au Parlement pour savoir si oui ou non on externalisait tel ou tel service de l'État pour le confier à un cabinet de conseil. Donc, véritablement, on est face à des cabinets, des agences qui, peu à peu, sont rentrés dans l'État sans que ça se sache, d'où le terme d'infiltration. Alors après, ces cabinets de conseil, comme je le disais, leurs services sont souvent fort discrets puisqu'ils sont anonymisés. Et il y a des endroits au sein de l'État où ils sont en nombre. C'est particulièrement le cas d'une direction qui s'appelle une direction qui est assez emblématique et assez stratégique. Son nom, la DITP, Direction interministérielle de la transformation publique. C'est une petite direction d'une petite centaine de personnes, 80-90 personnes, qui sont chargées de plancher sur toute la politique qui va être mise en place pour transformer nos services publics. Au sein de cette direction, en réalité, il y a 40 à 50 personnes qui ne sont pas réellement des fonctionnaires, qui sont des contractuels, qui viennent là pour 3 ans, 4 ans en moyenne, qui étaient des consultants, qui pendant 3 ans vont travailler au service de l'État et qui vont redevenir consultants par la suite. Alors on peut dire, c'est très bien, c'est des professionnels du secteur, donc c'est super, ce qui n'est pas faux. Simplement, si ces personnes sont appelées à orienter les choix de l'État quand il s'agit de passer tel ou tel marché, on voit tout de suite que potentiellement, il y a un risque, je dis bien qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Donc, c'est une vraie question. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'en janvier 2022, Jean Castex a pondu une circulaire pour dire plusieurs choses, pour dire qu'il fallait quand même limiter le recours à ces cabinets de conseil, puisque les politiques qui étaient au courant de la mise en place de la commission d'enquête parlementaire du Sénat, comme d'ailleurs du fait que nous travaillions à ce livre, ont pris un peu les devants. Et donc, on fait en sorte de mettre un premier filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'était cette circulaire du Premier ministre qui précisait 3 choses. 1, on va faire moins appel à ces cabinets de conseil, dans le chiffre de 10 à 15% en moins. 2, on va faire très attention aux pratiques de ces cabinets de conseil, dans la manière dont on passe les contrats, et en particulier dans le fait qu'il faut faire très attention quand ces cabinets de conseil nous proposent de travailler gratuitement, pro bono, gratuitement pour l'État dans un premier temps, parce qu'on sait que par la suite, elles vont payer très cher leurs services. Et troisièmement, attention aux conflits d'intérêts qui peuvent exister compte tenu du fait qu'il y a des gens qui viennent de cabinets de conseil, qui travaillent dans l'État, qui retournent dans les cabinets de conseil, ou des gens, et c'est ceux à qui vous faisiez allusion à l'instant, qui occupent des fonctions parfois très importantes au niveau de la direction des ministères
dans l'État et qui, au bout de quelques années, vont aller vendre leurs services aux cabinets de consulting. Donc aujourd'hui, oui, il y a des passages dans tous les sens. Il y a des passages d'ailleurs de plus en plus nombreux entre le public et le privé. C'est d'ailleurs une politique qui est souhaitée et promue par Emmanuel Macron. C'est une politique qui a été beaucoup développée par Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique et de la transformation publique. C'est donc une politique totalement assumée, estimant que c'est très bien que des fonctionnaires sachent comment on travaille dans le privé, que ce sont des expériences toujours utiles. C'est là aussi en partie vrai. Mais derrière, on n'a pas tout à fait la même philosophie quand on travaille dans le public et dans le privé. Dans le public, on travaille d'abord pour l'intérêt général. Dans le privé, quand on est dans une boîte, on travaille pour que la boîte elle tourne et elle fasse des profits. Ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est très sûr. Simplement, ce n'est pas exactement la même finalité. Et aujourd'hui, il nous apparaît qu'il y a une forme de confusion entre ces passages multiples d'un univers à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, peut-être en conclusion ou encore quelques mots. Oui. C'est vraiment, je ne peux que conseiller cette lecture cet été au bord de la plage. Je suis pas sûr que ça calme vraiment, pour le coup. Je suis pas sûr, mais je trouve que ce livre est vraiment, essentiel pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années. Qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans? Parce que ce n'est pas que le début, comme vous le disiez. Vraiment, Les Infiltrés, édité chez Alary Éditions. Monsieur Mathieu Aron, merci, vraiment merci pour ce livre. Merci d'avoir accordé ce temps et bonne continuation. Continuez à sortir des livres comme ça et à faire des enquêtes comme ça parce que c'est essentiel pour notre démocratie. Eh bien, je vous remercie beaucoup.